Bien, il est 9h35. Je vous propose que l'on commence notre journée d'études. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue. Donc, je me présente. Je suis Gilles Charrier. Je suis le directeur général du pôle de compétitivité d'Herbie, basé à Perpignan. Donc cette journée, cette matinée s'inscrit dans le cadre du projet Edificat, qui est un projet transfrontalier cofinancé donc par l'Europe à travers un projet de financement POCTEFA. Et ce projet Edificat, en fait, a pour objectif de réunir la communauté de part et d'autre de notre frontière, Catalogne et côté français, sur le sujet du bâtiment durable et des bonnes pratiques dans le domaine du bâtiment. Alors très rapidement, pour introduire cette matinée, ce que je voulais donc vous évoquer, c'est le rôle exact de ces journées d'études qui se déroulent sur un calendrier sur plusieurs mois. Donc on aura 6 journées d'études, celle-ci est la seconde, et donc elle est dédiée à le sujet de la chaleur renouvelable. Donc je remercie par avance les différents intervenants qui vont s'exprimer aujourd'hui. On a juste une petite déception avec une personne qui sera bientôt, enfin qui sera malheureusement absente et qui nous proposera plus tard d'intervenir dans un autre cadre concernant donc la partie sur la réglementation côté Catalogne. Alors je vais, avant de continuer, laisser la parole donc à l'équipe de traduction qui va vous expliquer le mode de fonctionnement de la traduction pendant cette matinée. Marine? Marine, est-ce que vous pouvez rappeler le fonctionnement de l'interprétation? Oui, bonjour à tous. Donc c'est très simple. En bas à droite de votre écran, vous avez une petite map monde et vous avez les langues françaises et catalanes disponibles à l'écoute. Le catalan sous le nom espagnol, malheureusement, parce que Zoom ne permet pas d'inscrire catalan dans le système. Et vous pouvez donc choisir la langue que vous souhaitez écouter pendant la réunion. On vous demandera simplement de désactiver l'interprétation avant votre prise de parole pour ne pas créer d'interférence sur le canal de l'interprète. En catalan? Oui. Ok. Est-ce qu'on peut le dire en catalan juste? Ou Carla peut-être? Carla, si puedes explicar en catalán. Sí, hola, bon dia. Com us comentaven, a la part inferior de la pantalla veureu que hi ha com una bola del món que diu interpretació. Si pitgeu a sobre veureu que hi ha dues opcions, o francès o espanyol, o castellà, perdó. Hauríeu de clicar a la part espanyola per escoltar el català perquè de moment no es permet posar català en l'aplicació de Zoom. Si algú vol parlar, en aquest cas els ponents, hauríeu de donar després a apagado perquè si no escoltareu la vostra versió en català sobre el que esteu dient i complicareu la feina a les traductores. Gràcies. À toi, Gilles. Bien, merci pour ces explications. Donc, on reprend l'ordre du jour de notre matinée. Donc, le sujet, donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, donc la chaleur renouvelable va se décliner sur 3 thématiques qui appartiennent à cette filière, la géothermie, le bois énergie et le solaire thermique, donc pour lesquels nous aurons à la fois des représentants de ces filières et également des retours d'expérience qui vous permettront de consolider votre information. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole au premier intervenant, donc Eric Cazenove de l'association Bois Énergie 66, que je laisse se présenter et donc nous parler des réseaux de chaleur renouvelables dans les Pyrénées-Orientales notamment et du sujet de la réglementation associée. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais partager mon écran. Ça fonctionne. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui. Ok.
La présentation. C'est Vous bon. m'entendez bien? Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la réglementation et des dispositifs d'accompagnement autour de la chaleur renouvelable. Donc tout d'abord, je vais faire un point sur le cadre réglementaire général pour le bois énergie. Donc deux types de documents composent la réglementation française actuelle. Donc d'une part des textes législatifs et réglementaires, d'autre part des textes techniques, donc notamment les documents techniques unifiés. La réglementation qui s'applique dépend essentiellement des points suivants. Donc, la puissance de l'installation de chauffage, qui va être exprimée soit en puissance utile, c'est-à-dire sortie chaudière prenant en compte le rendement de combustion, soit en puissance calorifique, qui est la puissance combustible qui est contenue dans le bois. Donc, ça dépend aussi de l'utilisation des bâtiments desservis. Donc, par exemple, si on est dans des établissements recevant du public, on a une réglementation particulière. Et ça dépend, enfin, du type de bois consommé dans l'installation. Donc, si, par exemple, on a de la plaquette forestière, on va être classé en classe A. Si on a du bois de rebut, par exemple, type palette ou cagette broyée déferraillée, on va être classé en classe B. Donc, je vous ai mis des liens pour connaître précisément la réglementation qui s'applique à la chaufferie, donc notamment pour les textes réglementaires Legifrance.gouv, le Centre scientifique et technique du bâtiment pour toute la documentation technique, et ainsi que l'AFNOR pour tout ce qui est normes. Donc, je vais faire un focus sur une question qui est d'actualité en termes de réglementation sur le bois énergie. C'est l'évolution de la réglementation pour les installations classées pour la protection de l'environnement. Alors, il faut savoir qu'il y a un contexte où la qualité de l'air devient un enjeu majeur en Europe et en France également. Donc, l'Agence nationale de santé publique a estimé que la pollution de l'air était à l'origine de 48 000 décès prématurés par an. Et le Sénat a évalué son coût pour l'économie nationale à 100 milliards d'euros par an. Donc, on a notamment les particules et les oxydes d'azote qui sont dans le viseur des pouvoirs publics et donc qui doivent être limités fortement. Alors, sachant que le bois énergie est une composante de tous les procédés qui émettent des polluants, mais on a aussi les transports, on a aussi les autres combustibles. Donc, le bois énergie n'est pas le seul contributeur dans cette pollution atmosphérique. Donc, dans ce contexte, on a une directive européenne, donc Medium Combustion Plants, qui a été publiée le 28 novembre 2015 et qui concerne donc les installations de combustion moyenne, donc de 1 à 50 MW. Cette directive établit des règles visant à limiter les émissions de dioxyde de soufre, d'oxyde d'azote et de particules dans l'air en des installations de combustion moyenne. Donc, elle a ensuite été transposée en droit français, donc avec la parution d'un décret modifiant la nomenclature pour les installations classées pour la protection de l'environnement, rubrique 2910. Donc, ce décret est paru le 3 août 2018 et il s'est accompagné de la parution de 5 arrêtés ministériels, toujours en date du 3 août 2018, donc avec plusieurs arrêtés en fonction du type de combustible utilisé et de la gamme de puissance de l'installation. Donc, on a un calendrier d'application également. Donc, cette nouvelle réglementation, elle entre en vigueur le 20 décembre 2018 pour les installations nouvelles et modifiées. Mais il faut également avoir en tête qu'on a une mise en conformité qui va être demandée aux installations existantes. Donc, de puissance supérieure à 5 MW à partir du 1er janvier 2025 et de puissance inférieure ou égale à 5 MW à partir du 1er janvier 2030. Donc, les installations existantes ont un petit délai pour se mettre en conformité, notamment par rapport aux émissions atmosphériques de polluants. Alors, concernant la combustion du bois, donc, elle émet deux types de polluants principaux. Donc, les poussières, donc les particules fines notamment, ainsi que les oxydes d'azote. Alors, les oxydes d'azote, ils sont fabriqués à partir de l'azote
donc de l'air, puisque la chaudière en fait a besoin d'air pour fonctionner, pour réaliser le processus de combustion, et du combustible d'une part, et aussi de l'oxygène, donc toujours apporté par l'air de combustion d'autre part. Donc ces émissions ont un impact direct sur la qualité de l'air. Il y a une nécessité de les maîtriser, particulière pour le bois énergie. On n'a pas ou peu de problèmes pour les autres polluants concernant le bois énergie. Donc les oxydes de soufre, on a une faible teneur en soufre du bois. Les composés organiques volatiles, donc les combustibles naturels comme le bois, n'en produisent pas lors de la combustion. Les dioxines, furanes, hydrocarbures aromatiques polycycliques, ils proviennent de la transformation des composés chlorés. Donc le bois n'est pas censé en contenir. Et en fait, le monoxyde de carbone, son émission est en fonction de la température de combustion. Donc on a peu de problèmes d'émission pour des températures supérieures à 600-700 degrés. Donc lorsque la combustion se déroule correctement, pas trop de soucis sur le monoxyde de carbone. Donc, les technologies disponibles pour respecter les valeurs limites d'émissions concernant les poussières. Alors, le premier niveau, alors c'est plus un dépoussiérage qu'une filtration, c'est le multicyclone, donc qui permet de garantir 225 mg par normomètre cube à 6% d'oxygène, donc avec un combustible adapté. Alors ça, c'est valable pour tous les systèmes de dépoussiérage et de filtration, c'est-à-dire qu'il faut toujours quand même respecter un bois qui soit conforme aux normes acceptées par la chaudière, c'est-à-dire limiter le taux de particules fines notamment, qui vont favoriser l'envol de poussière à l'intérieur du foyer et ensuite dans l'atmosphère. Donc si on a un combustible qui est conforme, le multicyclone permet d'atteindre 225 mg. Ensuite, on passe sur des filtrations. Donc on a l'électrofiltre qui permet d'avoir 10 à 30 mg en sortie fumée, donc par normomètre cube, toujours à 6% d'O2, qui par contre va être plus onéreux puisqu'on va être aux alentours de 65 000 €. Donc c'est un investissement qui est conséquent, qui va être réservé plutôt aux chaudières de moyenne puissance déjà. Et enfin, on a le filtre à manche qui va être encore plus performant que l'électrofiltre, donc 5 à 15 mg par normomètre cube, à 6% d'O2. Autour de 50 000 € d'investissement. Par contre, il faut bien prendre en compte l'entretien avec un changement régulier des manches à avoir. Donc, les technologies disponibles pour respecter les valeurs limites d'émission concernant les oxydes d'azote. Donc, à partir de 400 kW, on va avoir une conception qu'on appelle Banox. Ce sont des foyers un petit peu surdimensionnés, spécifiques pour étager la combustion et limiter en fait la production de NOx. On a un surcoût de 30% par rapport à la conception classique. À partir de 2 à 5 MW, on va retrouver des processus de dénitrification. Alors, c'est un peu ce qu'on retrouve sur les moteurs diesel de nouvelle génération. En fait, ça consiste à une injection de durée au niveau des fumées pour en fait limiter l'émission d'oxyde d'azote par les chaudières. Alors, globalement, on a nécessité de faire appel à des technologies de plus en plus pointues, vu l'évolution de la réglementation, ce qui peut engendrer des surcoûts, y compris pour les moyennes puissances. Alors, il y a aussi un autre moyen de limiter les oxydes d'azote, c'est la combustion en faible excès d'air. Donc, il s'agit en fait d'apporter l'oxygène donc comburant en quantité strictement nécessaire, donc c'est-à-dire stoichiométrique, et pas en excès, pour pouvoir limiter en fait cette production d'oxyde d'azote. Ça nécessite une régulation performante et en même temps, il ne faut pas avoir de taux d'oxygène trop faible non plus parce que sinon, on va former des aimes brûlées et du monoxyde de carbone. En fait, c'est un équilibre entre formation de monoxyde de carbone et oxyde d'azote. À savoir, donc, pour en finir sur cette partie, que la plupart des chaudières bois de petite puissance, donc c'est-à-dire quelques centaines de kilowatts, permettent de respecter les valeurs limites d'émissions poussière et oxyde d'azote sans traitement spécifique des fumées, donc sous réserve de l'utilisation d'un combustible adapté. Donc à ce titre, notamment, on a une base de données qui est publiée et mise à jour régulièrement par l'ADEME. C'est un organisme d'État qui finance la chaleur renouvelable notamment, et qui liste ces différentes chaudières qui, sans filtre, respectent les limites. On vous entend plus, Eric. Oui.
Est-ce que vous m'entendez là ou pas? Oui, là c'est bon, oui. Ok. Donc, si vous m'entendez toujours. Oui, c'est bon là. Ok. Donc, je vais continuer sur la géothermie. Donc, au niveau de la géothermie, on a un cadre réglementaire qui va dépendre de la profondeur, notamment sur laquelle on travaille. Donc, à savoir aussi qu'en termes de géothermie, on a deux types de géothermie principaux qu'on va rencontrer sur nos territoires. C'est la géothermie sur échangeur ouvert, donc c'est-à-dire qu'on travaille sur des nappes avec un forage de prélèvement et un forage de réinjection. Et on a la géothermie sur échangeur fermé, où on travaille plutôt sur des sondes géothermiques verticales, donc, dans lesquelles on a un fluide caloporteur qui circule à l'intérieur, mais on n'a pas de contact direct avec la nappe ou le sol. Donc, sur une profondeur de 0 à 10 mètres, on a une procédure qui est simplifiée puisqu'on n'a pas de déclaration à faire au titre du code minier, que ce soit pour les échangeurs ouverts ou fermés. Sur des profondeurs de 10 à 200 mètres, on va être dans le cadre de la géothermie de minime importance. Donc, il y aura une télédéclaration à faire auprès du ministère de l'Environnement. Il faut également respecter, dans le cadre de la géothermie de minime importance, plusieurs conditions cumulatives. Donc, il faut être sur des puissances thermiques soutirées inférieures à 500 kW, une température de l'eau inférieure à 25 degrés, un prélèvement en réinjection dans le même aquifère dans le cas où on travaille sur la nappe, sans volume prélevé pour d'autres usages, avec un débit inférieur à 80 mètres cubes. Et il faut être également situé en zone réglementaire verte ou orange. Vous parlerez sur la diapo suivante des différentes zones réglementaires en matière de géothermie. Donc, si on respecte ces conditions cumulatives, on peut être sur de la géothermie de minime importance et être sur de la télédéclaration. Si on passe sur des profondeurs au-delà de 200 mètres ou qu'on ne respecte pas l'une de ces conditions, on va passer sur un régime d'autorisation, donc auprès de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui est une procédure plus lourde et qu'on rencontre quand même moins souvent sur nos différents projets. Donc, on a donc sur la géothermie, donc les zones réglementaires de géothermie de minime importance auxquelles je vous faisais référence sur la diapo précédente. Qui ont été établis pour l'ensemble du territoire et notamment la région Occitanie. On a un code couleur, donc vert, orange et rouge, qui est lié à la présence ou non de certains aléas, notamment les mouvements de terrain, notamment le mélange des eaux de nappe. Et en fonction du code couleur sur lequel on se trouve, en fonction de la zone qui est analysée, on va avoir, donc, dans tous les cas, recours à un forage qualifié, qui va être indispensable. Si on est en zone verte, on n'a pas de risque potentiel élevé. Donc, si on est entre 10 et 200 mètres, il y aura une simple télédéclaration à faire. Si on est en zone orange, il faut en plus avoir une attestation établie par un expert hydrogéologue qui va être agréé par le ministère en plus d'avoir recours à un forage qualifié. Et si par contre on est en zone rouge, donc avec la présence d'aléas encore plus critiques, on va être sur une procédure d'autorisation auprès des DREAL, donc Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Donc là, on sort du cadre de la géothermie de minime importance si on est sur des zones rouges. Donc, pour finir sur la réglementation en chaleur renouvelable, donc un focus sur le solaire thermique. Donc, avec quelques règles d'urbanisme, qui vont dépendre si on se trouve sur une construction neuve, où on va être dans le cadre d'un dépôt de permis de construire qui doit mentionner et faire figurer des capteurs solaires. Si on est sur des bâtiments existants, on a une déclaration préalable à faire.
dans le cadre des modifications de façade et de toiture. Et en fonction du lieu dans lequel on se trouve, on va être soumis à un avis simple ou conforme de l'architecte des bâtiments de France. Donc l'avis simple, la commune n'est pas liée à l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Avis conforme, par contre, la commune doit se plier et se conformer donc à l'avis de cet architecte. Donc dans le cas général, on n'a pas d'opposition à l'implantation du solaire thermique, puisque le code de l'urbanisme a été renforcé par la loi Grenelle II, qui va plutôt dans le sens du développement des énergies renouvelables. Donc, hors cas particulier, pas de difficulté pour implanter du solaire thermique. Ça peut être plus compliqué dans des cas particuliers, donc sur des zones et des monuments protégés. Donc, on va rentrer sous le coup du code du patrimoine, notamment les abords de monuments inscrits avec un rayon de 500 mètres et un champ de covisibilité, où on va avoir un avis conforme si covisibilité est simple sinon. Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, donc qui complètent le PLU, donc le plan local d'urbanisme, avec un avis simple de l'architecte bâtiment de France, ainsi que les secteurs sauvegardés, donc plan de sauvegarde et mise en valeur du patrimoine, qui remplace les PLU avec à la clé un avis conforme. Donc j'en ai fini avec cette partie réglementation. Donc en début de présentation, j'ai pas pris le temps de présenter en détail nos missions et l'association Bois Énergie 66. Donc je vais le faire maintenant à l'occasion de la mission chaleur renouvelable en Occitanie. Donc, en fait, Bois Énergie 66, dans les Pyrénées-Orientales, qui est une association, fait partie d'un réseau à l'échelle de l'Occitanie, qui est couvert par différentes structures, portées par différentes entités. Donc, on a les chambres de commerce et d'industrie, on a également des syndicats, des associations également, dont le rôle est de promouvoir la chaleur renouvelable sur l'Occitanie. Donc, ces structures, en fait, elles sont neutres, elles n'ont pas d'intérêt commercial. Elles sont financées donc par l'ADEME, la région, certains départements et pour certaines d'entre elles par les fonds européens, donc notamment le FEDER. Donc, elles sont à disposition de tous les maîtres d'ouvrage, sauf les particuliers, pour accompagner le développement de la chaleur renouvelable et pour aider au développement des projets. Donc, leur mission en détail, c'est dans un premier lieu de donner des informations et des conseils objectifs et gratuits sur la chaleur renouvelable. C'est d'étudier l'opportunité technique et économique de ces modes de chauffage et de rafraîchissement. On pourrait rajouter aussi, puisque la géothermie, l'un des avantages qu'elle peut proposer, c'est justement le rafraîchissement. D'accompagner la mise en œuvre des projets chaleur renouvelable donc de qualité, donc tout au long du projet, de l'émergence jusqu'à la mise en service. De conseiller les porteurs de projets sur les aspects juridiques et financiers pour le montage des projets. Et d'effectuer le suivi des installations en fonctionnement, puisque lorsque les installations sont en service, il y a aussi un intérêt à avoir des retours d'expérience justement sur le fonctionnement réel de ces installations. Et enfin, il y a un rôle de contribution à la structuration des filières d'approvisionnement en bois énergie pour essayer de favoriser l'approvisionnement local, notamment en plaquettes forestières, du bois énergie. Et dans ce cadre, les missions chaleur renouvelable en Occitanie ont le rôle aussi de développer une charte de qualité qui s'appelle Qualité Bois Énergie Occitanie à l'échelle de la région. Je vous ai mis les différents logos des différentes missions au niveau de l'Occitanie. Donc, pour finir cette présentation, les dispositifs d'incitation financière donc, pour le développement de la chaleur renouvelable. Donc, outre l'accompagnement technique qui est proposé par les missions chaleur renouvelable à l'échelle de l'Occitanie, on a également les différents partenaires financeurs que je vous ai précédemment cités, donc l'ADEME, la région, le FEDER et certains conseils départementaux qui proposent des aides donc, sous forme de subventions
pour la réalisation d'études de faisabilité. Alors, c'est uniquement l'ADEME et la région qui peuvent financer l'étude de faisabilité chaleur renouvelable. Donc, il faut pour cela respecter des cahiers des charges spécifiques et faire appel à des professionnels qualifiés, donc qui vont être référencés, reconnus garants de l'environnement, avec en lien des qualifications ad hoc pour chaque filière considérée. Et on a également des aides aux investissements proposées par l'ADEME, la région, le FEDER et ou le département. Donc sur la biomasse, la géothermie, le solaire thermique et la chaleur de récupération. Donc ces règles doivent respecter les règles de l'encadrement communautaire qui sont européennes. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles permettent à la quasi-totalité des projets d'être viables économiquement et de pouvoir se réaliser et d'apporter des économies en fait pour les maîtres d'ouvrage qui les réalisent. Donc on a une forte incitativité pour les projets chaleur renouvelable sur l'ensemble de la région Occitanie actuellement. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Eric pour votre présentation très complète. Donc on va effectivement laisser la parole à l'ensemble des participants s'ils ont quelques questions. Alors, s'il n'y en a pas immédiatement, moi j'en ai peut-être une ou deux à vous poser qui peuvent peut-être permettre de lancer un peu le débat. La première, c'est est-ce qu'il existe encore un potentiel important de développement des filières, notamment géothermie et bois énergie en région Occitanie? Si oui, donc est-ce que l'on peut s'attendre à ce que de nouveaux projets sortent de terre prochainement et voilà, est-ce qu'il y aura une activité sur ces filières? Je ne parle pas du solaire thermique, effectivement, puisqu'on en parlera peut-être un petit peu à part. Oui, alors effectivement, concernant le bois énergie, on a un potentiel qui est énorme parce que déjà, du point de vue des bâtiments à équiper, on a encore aujourd'hui beaucoup de bâtiments qui sont équipés aux énergies fossiles et qui sont fortement consommateurs. Donc c'est vrai que pour le bois énergie, c'est intéressant de s'orienter vers des bâtiments qui vont consommer régulièrement de l'énergie et avoir un profil de consommation élevé. Donc, je pense notamment au médico-social, les réseaux de chaleur également à forte densité, et puis après différents bâtiments collectifs, donc pour lesquels on est équipé soit au fioul, soit au gaz, soit au propane. Donc, on a un potentiel qui est important, qui est tout de même atténué actuellement par le fait, alors ça, c'est pas spécifique au bois énergie, mais on a des énergies fossiles qui sont très très basses actuellement, qui l'étaient déjà avant la crise du Covid, mais le Covid n'a rien arrangé à ça. En fait, la demande mondiale en énergie fossile c'est un petit peu écroulé, donc les prix des énergies fossiles se maintiennent relativement bas. Et ça, c'est vrai que c'est un frein au développement des projets chaleur renouvelable qui peuvent être compensés justement par les subventions. Maintenant, bon, le potentiel en termes d'équipement de bâtiments est énorme. Au niveau forestier également, puisqu'actuellement, bon, sur la région Occitanie, on est très loin du prélèvement. Donc, il faut savoir que chaque année, bon, la forêt elle a un capital sur pied et elle produit chaque année du nouveau bois. Donc, c'est un petit peu les intérêts qui sont produits chaque année. Et de ces intérêts, donc, on prélève qu'une toute petite partie. Donc, on a encore une grosse marge là-dessus pour travailler sur le bois local et augmenter le prélèvement de cette ressource, qui va favoriser aussi la production de bois d'œuvre dans un autre sens. Et après, concernant les filières géothermie, on a aussi beaucoup de potentiel. Alors, c'est assez complémentaire parce que la géothermie va trouver un intérêt notamment, comme je vous disais, en termes de rafraîchissement des bâtiments, en plus du chauffage, ce qu'on ne peut pas forcément faire avec du bois énergie, ou plus difficilement, on peut être sur des systèmes par absorption sur le bois énergie, mais c'est un peu plus compliqué. Donc, par contre, la géothermie, elle a ce double avantage de pouvoir chauffer et rafraîchir. Donc ça, bon, avec l'évolution, le changement climatique, on est en plein dedans.
Donc, c'est vrai que la géothermie… alors après, il faut être vigilant, bien sûr, au zonage réglementaire, hein, comme je l'ai expliqué. Donc, on ne peut pas faire de la géothermie partout, mais la plupart des cas, c'est possible. Et voilà, on peut équiper, convertir les bâtiments. Donc, de la même façon, par rapport aux énergies fossiles ou aux pompes à chaleur RO, on peut faire une substitution et partir sur la géothermie. Gilles, on ne t'entend pas, tu as coupé ton son. Concernant la filière solaire thermique, donc là, effectivement, c'est une filière qui, en France et en région notamment, a beaucoup baissé en termes d'activité ces dernières années. Est-ce que l'on peut espérer un rebond? Comment vous voyez les choses? Sachant que la nouvelle réglementation du bâtiment qui vient, qui est annoncée, hein, qui va se mettre en place prochainement, ne semble pas favoriser en fait ce type de technologie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, effectivement, concernant la réglementation 2020, on a eu des échos par rapport à la chaleur renouvelable sur cet aspect-là, parce qu'on a notamment le coefficient concernant l'électricité qui, a priori, va être revu et qui, a priori, devrait pénaliser le solaire thermique et peut-être le bois énergie, en tout cas sur les bâtiments neufs. Donc ça, c'est quelque chose que les organisations professionnelles ont relevé, effectivement. Après, concernant le solaire thermique, effectivement, on a essayé de faire un diagnostic avec les différents partenaires, et notamment Texol. Donc, André Joffre, donc, qui est le président du pôle Derby, le sait, la filière solaire thermique a du mal à trouver un second souffle. Alors, c'est pas que sur l'Occitanie, c'est un peu au niveau national. Alors, c'est vrai que bon, le solaire thermique apporte une réponse spécifique, donc parce qu'on fait le préchauffage de l'eau chaude sanitaire avec du solaire thermique, mais des fois, il souffre un peu par rapport à la présence de solutions soit concurrentes avec les énergies fossiles, soit chaleur renouvelable qui vont apporter des solutions plus globales. Donc, par exemple, le bois énergie qui peut aussi faire le chauffage, l'eau chaude sanitaire. Et des fois, il y a des priorités d'investissement qui font que les maîtres d'ouvrage ne vont pas forcément sur le solaire thermique, même si, d'un point de vue environnemental, c'est pertinent. Maintenant, il y a des niches spécifiques, notamment sur de l'industrie. Je pense en ce moment, on a un projet sur une blanchisserie, par exemple, avec des niveaux de température qui vont être particulièrement adaptés pour du solaire thermique. Donc, on peut quand même avoir des projets comme ça qui vont être intéressants. Après, il y a un enjeu qui est particulier aussi sur le solaire thermique, c'est le suivi des installations en fonctionnement. On a pu s'apercevoir que quand une installation solaire thermique ne fonctionne pas, le maître d'ouvrage ne s'en rend pas forcément compte parce que en fait, la résistance électrique d'appoint va se mettre en route, il aura toujours de l'eau chaude, mais il ne se rend pas compte que le solaire thermique ne fonctionne pas. Donc, on a besoin d'avoir un suivi et d'engendrer cette culture justement du suivi des installations. C'est vrai pour toutes les installations chaleur renouvelable, mais ça l'est d'autant plus pour le solaire thermique qui, je pense, a souffert de ça par le passé. Et après, le troisième point, c'est la montée en compétence des acteurs. Donc, il y a nécessité d'avoir des acteurs qualifiés pour mettre en œuvre les technologies et garantir le bon fonctionnement des installations. Alors, je crois qu'il y a une question qui a été posée dans le chat en catalan et il faudrait que vous activiez, Eric, votre traduction pour pouvoir peut-être écouter la traduction de la question posée. Oui. Merci. Oui. Il y a una pregunta d'un assistent Il y a une question d'une personne qui est aussi rapporteur de géothermie, Albert Pujadas, qui dit: vous avez parlé de suivi de installations existantes. Est-ce que vous avez un suivi de système de géothermie? Est-ce que ces résultats sont publiés et sont accessibles pour les publics en général? Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas précisé, c'est que, en fait, nous, notre rôle historique, il porte sur la filière bois énergie.
Et nos missions ont été élargies à la filière solaire thermique et géothermique, donc début 2018. Donc, pour l'instant, on a pas mal de retours d'expérience en termes de suivi d'installation sur du bois énergie. On est en train d'en avoir sur la géothermie, mais c'est pas aussi développé en termes de retour d'expérience pour l'instant que ça peut l'être sur le bois énergie. Maintenant, effectivement, on suit des installations en termes de géothermie, notamment des installations qui ont été financées par l'ADEME, où on a nécessité de comptage énergétique. Donc, le comptage énergétique, ça va être un outil de suivi de ces installations qui va nous donner des idées, donc notamment sur le coefficient de performance des pompes à chaleur géothermiques. Et ensuite, ces retours d'expérience, bien sûr, donc en fonction de la volonté des maîtres d'ouvrage, on les partage. Donc, c'est ce que je vais faire dans la présentation suivante concernant le projet Angléo. Donc, on essaye justement de se servir de ces retours d'expérience, non seulement pour les études et les analyses d'opportunités qui sont faites pour les nouveaux projets, mais également pour le partager lorsque les maîtres d'ouvrage sont d'accord pour le faire. Donc, ça, effectivement, pour la géothermie, c'est en cours de développement. On a des installations qui sont en cours de suivi et on sera en mesure de produire des retours dans quelques mois, je pense. Est-ce qu'il y aurait une autre question? S'il n'y en avait pas, peut-être peut-on demander aussi à nos participants catalans, en l'absence donc de l'intervenant qui devait évoquer la réglementation côté Catalogne, si ils voient, pour ceux qui sont sur ces filières, s'ils voient un développement assez favorable de ces filières en fait en Catalogne, que ce soit le bois énergie, la géothermie ou le solaire thermique. Est-ce que l'un d'entre eux pourrait nous donner quelques informations sur ce sujet? Bon dia. Bonjour. Si vous voulez, je pourrais, Carla, je peux. Oui, bien sûr. Vas-y. Je suis Albert Pujades. Nous avons une société qui s'appelle Quali Germi qui gère la géothermie. Je suis aussi le coordinateur de géothermie dans le cluster des efficiences de Catalogne. Ça fait 2 ans que nous avons commencé ce groupe et nous avons beaucoup d'espoir parce que nous pensons qu'il y aura une répercussion importante vis-à-vis des administrations et les propriétaires particuliers aussi. La situation, il y a vraiment des problèmes. Nous avons organisé des séances d'information. On a essayé de favoriser un cadre réglementaire qui soit plus favorable pour la géothermie. Nous travaillons que pour la Catalogne pour ce moment. Et on essaye de favoriser ce type d'énergie en général. Et nous faisons des avancées importantes. Il faut dire que la demande en Catalogne favorisée par une agence qui est l'agence d'énergie en Catalogne, que il y a aussi une agence de contrôle. Alors, il y a les 2 agences et parfois, c'est un peu compliqué d'avoir une action coordonnée de la part de l'administration. Et
que ce serait intéressant coordonner pour favoriser ce type d'énergie et que le cadre réglementaire et administratif favorise le développement de ce métier, non simplement en Catalogne, mais en Espagne en général. Parce que parfois c'est compliqué de calculer le volume d'énergie géothermique. Je ne sais pas si vous avez besoin de précisions ou d'autres questions pour le cadre administratif ou réglementaire en Catalogne. Merci, merci Albert pour cette intervention. Bon, de toute façon, comme on l'a dit, hein, je pense que dans un temps déporté, donc il y aura une présentation hein, de la partie qui était prévue hein, sur la réglementation donc sur ces filières en Catalogne. On va peut-être passer maintenant à la suite en fait de notre table ronde. Et donc, on va accueillir 4 retours d'expérience sur ces filières. Et le premier, donc, on va demander à monsieur Thierry Desmarais de s'exprimer sur notamment la filière solaire thermique, puisque c'est un acteur de cette industrie en Occitanie et aussi dans le reste de la France et au-delà. Oui, donc bonjour à tout le monde. Je vais vous présenter effectivement une installation qu'on a livrée et suivie, qui est une petite installation, mais assez représentative de ce qui est possible de faire en solaire thermique. Et je vais commencer par présenter l'entreprise. Alors, j'essaye de lancer la vidéo, de faire le partage d'écran. Ça doit être ça. Est-ce que là, l'écran est partagé ou pas? C'est parfait. Ok. Voilà. Donc Sirius Solar Industries est un fabricant français de chauffe-eau solaire. On produit les capteurs et une partie des ballons pour faire les installations d'eau chaude et de chauffage solaire. 30 ans d'expérience dans l'énergie solaire. En fait, c'est pas l'entreprise qui existe depuis 7 ans, mais c'est moi qui ai commencé dans le solaire en 1987. Donc, je apporte mon expérience à l'entreprise. Pour donner une ordre de grandeur, donc Sirius, c'est avec les filiales donc au niveau du groupe. On fabrique et on distribue environ 10 000 chauffe-eau solaires par an, ce qui représente un peu plus de 30 000 mètres carrés de capteurs par an. Entre les différentes implantations et le siège, nous avons 80 salariés. Un petit historique avec la création donc, de la société en 2013. Ensuite, on a ouvert différentes filiales à l'outre-mer français. On commencé par la Réunion, Calédonie, ensuite il y a eu la Polynésie également, Guadeloupe. Plus récemment, on cherche à s'ouvrir maintenant sur l'export. Donc on a ouvert en 2019 une filiale au Maroc. Et cette année, on a notamment ouvert une filiale en Espagne, à Séville, donc en Andalousie. C'est très récent puisque ça c'est une ouverture en septembre. Et on a mis en place également une agence commerciale à Dubaï pour le Moyen-Orient. On a connu donc une augmentation forte du chiffre d'affaires sur les 3-4 dernières années, à partir de 2017. Et pour la petite histoire, 2020 se passe très bien puisque nous sommes, malgré le Covid, nous sommes encore en progression. Ça, c'est le chiffre d'affaires de la maison mère, pas du groupe. Et voilà, en résumé, donc les implantations, tout ce qui est en jaune, ce sont des filiales, et en bleu, des distributeurs. Donc, on est quand même très présent sur tout l'outre-mer français, qui est vraiment notre base d'activité, et comme je disais, avec un début d'ouverture sur l'export. Sur la France métropolitaine, c'est plus compliqué, effectivement, comme ça a été évoqué sur la présentation juste avant.
En termes de produits, donc on fabrique, alors, dans la mesure où on s'adresse beaucoup à l'outre-mer, on fabrique beaucoup de chauffe-eau thermosiphon. Ceci dit, qui est tropical, mais également sur le sud de l'Espagne ou le Portugal, on retrouve beaucoup de chauffe-eau thermosiphon. La différence, c'est qu'à l'outre-mer, on utilise des chauffe-eau thermosiphon en circuit direct, donc il n'y a pas d'échangeur. Sur l'Espagne ou le Portugal, on va plutôt utiliser des thermosiphons avec un échangeur double paroi. On fabrique également donc les capteurs et on fournit les ballons pour permettre des toits tuiles, enfin, de façon plus traditionnelle de ce qu'on peut voir dans la région d'installation pour des élevages de veaux en Vendée, donc au sud de la Bretagne, qui fonctionne également très très bien. Mais c'est vrai qu'on peut regretter qu'il n'y a pas assez d'installations qui se font en France métropolitaine. Alors, on va faire un petit focus sur un chantier qu'on a livré juste à côté de chez nous, qui est à La Vérune, donc là où est basée la société. Donc, on est à 5 km de Montpellier. Hein. Il s'agit du Patio 34, c'est un gîte et chambre d'hôtes qui compte 5 chambres d'hôtes et 4 gîtes et qui, jusqu'à présent, faisait son eau chaude sanitaire avec 5 cumulus électriques de 200 litres. Une installation assez énergivore. Le but, évidemment, est de réduire la facture d'électricité. On a réussi, on le verra à la fin, à avoir un retour sur investissement de 6 ans. Et bien sûr, avec une démarche sur l'impact environnemental. Donc, on a fait une étude nous-mêmes au niveau du bureau d'études de Sirius. Et on a accompagné l'installateur pour faire ce chantier, sachant qu'il y avait une contrainte de place dans le local technique, est en fait un couloir. Donc, il a fallu passer avec des petits ballons. Et puis surtout, le but était de proposer une installation simple et efficace. Plus on fait simple, mieux ça marche. L'installation est composée de 7 capteurs de 2 mètres carrés, ce qui fait donc 14 mètres carrés, sur un ballon de 500 litres uniquement solaire, mis en série avec un ballon de 200 litres électrique pour faire l'appoint. Alors, ça peut paraître surdimensionné, le ratio capteur-ballon, mais il faut dire que le besoin du gîte se prête bien à ce dimensionnement-là, notamment parce qu'évidemment, il tourne à la saison touristique plutôt à la saison d'été. Et on est en bonne adéquation sur le fonctionnement. Donc voilà, vu d'un peu plus loin l'installation. L'installateur, donc c'est Prothermique, un installateur plombier chauffagiste qui est basé à Sète. Et on a effectivement accompagné donc le chantier. Donc là, c'est un résumé de l'installation avec une consommation moyenne de 500 litres par jour à 60 degrés pour couvrir les besoins des chambres et de la cuisine. Là, nous avons un schéma de l'installation. Donc, comme on peut voir, et ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'installation est très simple, simplifiée au maximum. Là, en fait, c'est une copie d'écran de la télégestion, c'est-à-dire que le client, le Patio 34, peut se connecter sur Internet et suivre son installation en temps réel. Il a immédiatement les températures qui sont donc indiquées là, par exemple, sur la partie haute, enfin sur le capteur, sur le ballon, sur différents points de l'installation, et un résumé de ce qu'il a produit en solaire, ce qu'il a consommé grâce au solaire et la quantité d'appoint électrique. La petite courbe en haut à droite représente la chaleur journalière apportée. Alors là, par exemple, c'est sur le mois de novembre, où on a arrêté la mesure, là c'était le 23 ou le 24 novembre. Chaque jour, on a la quantité d'énergie amenée par le solaire. En courbe résumée là sur l'année. Alors, la mise en service est faite au mois de mars.
Alors, cette année, ça n'a pas été le plus favorable, puisque effectivement, mars, avril, mai et même juin a été très impacté par le Covid en termes de fréquentation. Ce qui fait qu'en bleu, on a le primaire, donc ce qui est apporté réellement par les capteurs, qui est largement supérieur aux besoins. En orange, c'est ce qui a été consommé comme énergie solaire, donc en eau chaude sanitaire solaire. Et en grille de l'appoint électrique, donc qui fonctionne quasiment pas. Mais c'est vrai que là, cette année, on est un peu en sous-consommation du fait du Covid, sauf juillet-août où il y a eu un peu plus de monde. Malgré tout, l'installation peut donner beaucoup plus que ce que ça a consommé aujourd'hui, jusqu'à présent. Donc là, effectivement, je commente un peu le camp bleu, ce qui correspond à l'apport de l'énergie solaire, qui couvre les besoins d'eau chaude et de stockage, puisqu'évidemment, ce qu'on voyait ici, la partie orange, c'est ce qui est réellement consommé. Entre l'orange et le bleu, il y a également les pertes du stockage, qui sont couvertes par le solaire. On est à plus de 90%, puisque l'appoint fonctionne très peu. Et le gîte étant plus fréquenté en été qu'en hiver, nous avons une bonne adéquation du besoin par rapport à la ressource solaire, bien sûr. Bilan économique de cette installation, on avait une consommation électrique avant l'installation solaire de environ 13 000 kWh par an. Avec le solaire, l'installation va consommer environ 1200 kWh par an. Ça, c'est la partie à point électrique. L'économie réalisée donc, est de 11 800 kWh, soit environ 1700 € par an. L'installation ayant coûté… Alors, j'exprime en hors taxe puisque le gîte est un professionnel, il récupère la TVA. Donc, le coût de l'installation a été d'environ 10 000 €, un petit peu moins 9 800 € hors taxe. Le temps de retour est donc inférieur à 6 ans, le tout sans subvention, sachant qu'en France, avec le fonds chaleur, l'ADEME peut donner une subvention, mais à partir d'installations de plus de 25 mètres carrés. Là, en l'occurrence, on était en dessous du seuil pour pouvoir obtenir une subvention. Mais j'insiste souvent aussi pour dire que le solaire thermique en France a beaucoup perdu effectivement de part de marché face à notamment la thermodynamique ou à d'autres technologies, entre autres du fait de coûts d'installation trop élevés. Là, on est vraiment sur une installation simple, avec des coûts maîtrisés. L'installateur n'a pas exagéré, il a fait son travail, il a été payé pour ce travail-là, mais on reste quand même sur une enveloppe tout à fait raisonnable, et ce qui permet de réellement avoir un temps de retour très intéressant, inférieur à 6 ans. Je pense que il y a beaucoup d'industriels ou de professionnels ou même de particuliers qui seraient très intéressés à avoir des temps de retour de cet ordre-là. Voilà, j'ai fini ma petite présentation. S'il y a des questions, donc je suis à votre écoute. Merci Thierry. Alors, je crois qu'il y avait une question dans le chat qui concernait l'augmentation d'activité en 2017. Oui. Donc, quelle était la raison ou les raisons qui expliqueraient l'augmentation d'activité à cette période? C'est l'accélération du marché aux Antilles. Sur l'outre-mer français, on travaille avec… Alors, ce sont des marchés qui sont subventionnés, puisqu'il y a d'une part la défiscalisation outre-mer, donc les investissements qui sont les investissements productifs, le solaire en fait partie, peuvent être défiscalisés, donc ça apporte une aide fiscale en fait, d'une part, et d'autre part, il y a EDF, Électricité de France, qui vend l'électricité à perte à l'outre-mer et qui subventionne les chauffe-eau solaires pour réduire les consommations sur le réseau. Merci Thierry. Alors peut-être une question avant de passer à l'intervenant suivant. Donc vous avez évoqué une installation récente, une ouverture récente d'une filiale ou d'une représentation en Espagne.
quelles sont les raisons et qu'est-ce que vous attendez de cette implantation? Les raisons, c'est alors d'une part la volonté de s'ouvrir vers l'export, puisque, comme je disais, on est implanté jusqu'à présent essentiellement sur l'outre-mer. Je ne veux pas qu'on reste que sur l'outre-mer. Et en termes de marché à l'export, l'Espagne et le Portugal, alors d'où le choix aussi de l'implantation à Séville, qui est un peu stratégique d'un point de vue géographique. Et puis, il y a une question de personnes, c'est-à-dire que l'opportunité c'est faite qu'on s'est rencontré avec quelqu'un qui est basé à Séville, qui était déjà dans le solaire thermique, et donc nous avons ouvert l'agence sur Séville, la filiale. Mais parce que parmi les marchés européens, l'Espagne et le Portugal sont des marchés intéressants. Et surtout, on a vérifié qu'on avait une capacité et un positionnement qui nous permettait d'aller sur ces marchés-là en termes de produits et de positionnement prix. Très bien. Merci pour ces informations, Thierry. On va donc passer maintenant, si vous le voulez bien, donc, à l'intervenant suivant. Bon, bien sûr, hein, on aura une séquence de questions-réponses, hein, à la fin de l'ensemble des interventions. Et donc, je souhaite donner la parole à Albert Pujadas, donc qui est déjà intervenu tout à l'heure, et on lui cède très volontiers la parole. Estàs en silenci, Albert. T'has de posar el so, perdona. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité et pouvoir prendre partie à cette journée. Je voudrais donner-vous quelques détails sur Quali Geothermia, notre société. Nous avons plus de 10 ans d'expérience dans l'installation de sondes de géothermie. Nous faisons uniquement cette activité et de la géothermie à bas impact. Ce qu'ont fait nos clients, ce sont des installateurs de climatisation, des compagnies de construction, des particulières. Quali Geothermia a participé pendant ces 10 ans d'expérience à plus de 400 projets et nous avons installé plus de 400 km de sondes géothermiques verticales. Nous installons 40 km par an. Comme je vous disais avant, nous faisons partie de ce groupe de travail du cluster d'énergie efficiente de la Catalogne. Dans le cadre européen pour la transition énergétique, nous avons le pacte vert, le Green Deal. Nous avons des objectifs très importants au niveau de l'application de la géothermie. En Catalogne, nous sommes très bas, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Ici, on voit qu'on doit faire un effort important. Toutes les énergies renouvelables doivent y contribuer et la géothermie n'est pas une exception. L'Union européenne a calculé que la consommation d'énergie primaire dans le secteur du bâtiment est de plus de 40%. Alors, il faut faire quelque chose par le biais de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Il faut aller vers des bâtiments à consommation presque zéro, où toute la partie
de l'enveloppe et la diminution de la consommation est importante, mais il faut aussi maximiser l'usage des énergies renouvelables et avoir des installations qui soient performantes. Et ici, c'est où on peut parler de géothermie. C'est un système de chauffage et de climatisation en même temps. Ça, c'est important. Et d'eau sanitaire chaude avec une haute performance. Il y a des économies en termes économiques et des économies énergétiques. On obtient l'énergie du subsol, du dessous du bâtiment. La géothermie de laquelle je veux parler, c'est une énergie universelle. On peut s'en servir partout dans la planète et dans tous nos territoires. Genre de géothermie utilise une pompe qui travaille dans des conditions maximales d'efficacité parce qu'elle travaille toujours contre une stabilité thermique. Cette pompe à chaleur transporte cette énergie vers l'intérieur du logement. La température est toujours autour de 15-16, tandis que d'autres pompes eau doivent travailler dans des conditions plus mauvaises pour la pompe, avec des efficacités qui sont inférieures. Et en été, ces pompes à chaleur transportent l'énergie du bâtiment vers le champ de captage et travaillent aussi avec des températures à hauteur de 15 degrés. Vous pouvez voir donc ici le sol. C'est un focus d'échange très bon. Et en même temps, c'est une sorte de batterie énergétique parce que l'énergie en forme de chaleur qu'on stocke ici dans la Terre, en hiver, on la prélève, on extrait cette énergie pour climatiser avec beaucoup plus d'efficacité. Les apports de la géothermie, c'est une solution intégrale parce qu'on peut avoir de l'eau chaude sanitaire, chauffage et climatisation. Elle présente des avantages, efficacité énergétique. On verra maintenant les rendements, la performance, réduction des émissions de CO2. Il y a une composante esthétique quand on parle des installations. On parlait parfois du problème des bâtiments qui sont protégés. Avec la géothermie, il n'y a pas des éléments extérieurs, il n'y a pas un échangeur extérieur, tout est invisible, il n'y a pas de cheminée. Pourquoi? Parce que la pompe à chaleur ne produit pas une combustion, il n'y a pas de fumée, on n'a pas besoin de recharger le système. C'est une installation silencieuse. Quand on parle de l'entretien, c'est un entretien minimum et c'est une énergie renouvelable. Ça, ce sont les avantages. Et maintenant, je voudrais mettre en exergue d'autres points. Maintenant, il y a un boom avec l'énergie photovoltaïque solaire et on peut aussi faire la combinaison. L'énergie consommée par cette pompe à chaleur peut être proportionnée ou fournie par les panneaux photovoltaïques. C'est un système qui permet une numérisation très élevée. C'est une énergie qui n'est pas dangereuse. On n'a pas besoin de tours de réfrigération, alors on élimine le danger de légionnelle. Et par rapport à d'autres pompes à chaleur qui sont dans les grandes villes, par exemple, qui émettent cette énergie en forme de chaleur dans l'atmosphère, dans l'environnement, la géothermie, ce qu'elle fait, c'est l'injecter dans le sous-sol et on peut s'en servir en hiver. Je vais vous donner un exemple avec des données, avec un bâtiment. Voilà, ce bâtiment,
ces 2 logements ici, une rénovation, un bâtiment qui a plus de 30 ans qu'on a ici. Il y a une surface totale de 100 mètres carrés et ici, on a installé un système de géothermie. Ici, vous pouvez voir le fonctionnement, la production, la consommation de ce système de géothermie. En rouge, vous pouvez voir la production de chaleur pour de la clim ou de l'eau chaude sanitaire. En bleu, la production de froid. Pendant l'été, la pompe à chaleur peut émettre de la chaleur et du froid, peut refroidir. Et ici, vous pouvez voir le coefficient de rendement, de performance du système. Et cela nous indique la consommation, c'est le quotient entre la production d'énergie de kilowatts thermiques fournis par le système divisé par la consommation électrique. Cela veut dire que pendant le mois de janvier, cette pompe à chaleur géothermique, pour chaque kilowatt énergétique consommé, ici ça c'est en marron, a produit 7,2. Et ici on voit l'évolution tout au long de l'année. Si on regarde les données, ce logement a eu besoin d'une production de 11 500 kilowatts, 1100 en froid, et l'énergie consommée a été de 1843. Et ici, cette donnée, l'important, c'est le rendement tout au long de l'année. Cela a été 6,95. De ces 6000 kilowatts d'énergie consommée, elle en a usé 1843 en électricité. 10 774, on les a obtenus de façon gratuite du sous-sol. Et tout cela, si on parle des économies et de ce qu'on a payé, ici on peut voir la facture. Il y a le tarif pendant le jour ou la nuit, le pic et la vallée. Et ici, on peut appliquer cette consommation du logement pour chauffage et de l'eau. La consommation a été de 216 € par an et réfrigération, climatisation 263. Vous aurez, les présentations vont être distribuées, alors vous pourrez voir kilowatts consommés par la géothermie tout au long de ce processus de monitorage pendant 2019 en orange et 2020 en bleu. Ici, vous pouvez voir la consommation géothermique pour cette maison en orange, consommation par euro avec VTA inclus. Et ici, on peut voir la consommation de la pompe à chaleur géothermique par mois. Dans cette transformation, dans cette rénovation, on a pensé à mélanger, combiner avec des panneaux photovoltaïques, 4 kilowatts d'énergie photovoltaïque, et à la pompe de chaleur, on a ajouté cette installation photovoltaïque et on a installé une batterie de lithium de stockage électrique. Si on regarde ce transparent, c'est au mois de février. Ici, cette ligne en mauve nous indique la charge de la batterie. Ici, au jour précédent, on demeure 30% de la batterie qui fournit pendant ces heures quand il n'y a pas de soleil. Ici, en bleu, c'est la consommation de l'habitation, du logement. Et en jaune, c'est l'apportation ou l'apport solaire.
ici le réseau, mais quand il y a du soleil, le système est tout à fait autosuffisant jusqu'à la fin de la journée. Quand il n'y a pas de soleil, la batterie continue à fournir. Le 16 mars 2019, la maison a consommé 19,8 kW et 3,6 venaient du réseau. Si on applique cette photovoltaïque à l'ensemble de la géothermie, cette maison, avec le photovoltaïque et la batterie de lithium, atteint 61% en autoconsommation et les consommations géothermiques deviennent très bas, 60 € par an pour l'eau chaude sanitaire, le chauffage et climatisation de la maison. Ici, vous avez des données. Je pense que je n'ai plus de temps, mais ici, vous avez des données. Vous pouvez les regarder. On a comparé cette maison avec du gaz naturel et photovoltaïque, consommation électrique de réseau d'électricité produit par photovoltaïque, consommation de gaz naturel. C'est la demande, 17 260 kWh par an. Si on travaillait avec du gaz naturel et photovoltaïque, ça serait l'apport 4 500 et énergie finale consommée par la maison 12 000 et ça serait 127 kilowatts-mètres carrés par an. Géothermie, la demande de la maison, c'est la même, 1000 apport des renouvelables est supérieur à 15 000. La géothermie fait que l'apport soit plus grand et on passe à 1947 kW par an, 19,47 kW-mètres carrés par an. Et le dernier transparent, ici on compare les deux systèmes. Je voudrais mettre en exergue l'apport des renouvelables avec géothermie. On passe de 26% avec photovoltaïque à 88% avec de la géothermie et l'énergie finale consommée change de façon notable si on applique simplement photovoltaïque ou si on applique photovoltaïque et géothermie. C'est tout. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, je suis ici pour répondre. Merci Albert pour cette présentation et ce projet très intéressant qui amène effectivement une question qui est posée par l'un des participants, donc qui est tout simplement de savoir quel est le retour sur investissement de l'installation par rapport effectivement au prix de l'énergie locale électrique. Cette question, j'imaginais que quelqu'un allait poser la question et j'ai quelque chose de préparé parce qu'on l'a étudié. Ici, on n'a pas de subvention des aides. Ici, vous pouvez voir l'amortissement du système. 8-9 ans. La seule subvention qu'on a, c'est une déduction pour l'impôt de la maison, du logement. Voilà. Vous pouvez voir la courbe de l'installation avec du gaz naturel et l'autre avec de la géothermie. Mais ici, on fait la comparaison sans tenir compte de la photovoltaïque et la batterie de lithium. Lorsqu'on applique photovoltaïque et lithium, la période d'amortissement va au-delà de 10 ans. Il faut dire aussi que nous sommes ici dans une installation peu commerciale pour parler du retour, parce que c'est une installation dans une maison de seulement 100 mètres carrés.
si on parlait d'une maison de 180-200 mètres carrés, ce période d'amortissement serait de 6 ans parce que l'investissement, c'est presque le même pour une maison de 100 mètres carrés que pour une maison de 200. Et la maison de 100 mètres carrés a une consommation plus faible que celle de 200 mètres carrés. Merci pour cette réponse. Et effectivement, la taille de l'habitation était peut-être un peu petite pour ce type d'installation. Alors, une question peut-être, est-ce que vous voyez ce type d'installation se développer peut-être plus massivement dans le futur dans des habitations collectives? És una mica... hem volgut presentar... Nous avons voulu présenter un exemple qu'on a bien monitorisé, mais disons, ce n'est pas un exemple favorable. Lorsqu'on parle d'un bâtiment à plusieurs logements, cet investissement initial est beaucoup plus partagé et le retour de l'investissement diminue considérablement, les périodes de retour. Il y a un mois, on a fait avec le groupe de géothermie des conférences et vous pouvez récupérer ces conférences sur notre site web où on donnait des exemples d'applications dans des bâtiments à plusieurs habitations. Si la consommation est plus grande, par exemple des bâtiments tertiaires, des hôpitaux, des résidences, l'investissement a un rendement, une rentabilité plus grande. Oui, Carla? Tenim una pregunta en català. Nous avons une question en catalan. 6,85 té en compte l'aportació de fotovoltaïque? Est-ce que le SCOP de 6,85 prend en compte de l'apport de photovoltaïque? Non, dans la première partie de la présentation, j'analysais la géothermie sans prendre en compte l'aspect photovoltaïque. Ce 6,85, c'est simplement du système géothermique. Aquell gràfic que hem presentat és les dades de la bomba de calor. Les données de la pompe à chaleur. Les données que je vous ai montrées. C'est sans tenir compte de l'énergie photovoltaïque. C'est 1843 kW consommés pour arriver à ces 12 000 kWh. Si on applique ici l'énergie photovoltaïque, je n'ai pas ici la statistique, j'ai simplement ici la consommation, mais la photovoltaïque augmenterait ses rendements parce que 70% de ce qui est consommé par la géothermie vient de l'énergie photovoltaïque. Bien, merci Albert pour toutes ces explications fort intéressantes. Et donc, on va continuer notre table ronde par l'intervention d'Éric Cazenove, qui va nous parler d'un retour d'expérience en matière de bois énergie. Oui, vous voyez bien mon écran? Oui, parfait. Vous entendez bien? Oui. Donc, je vais vous parler donc d'un petit réseau de chaleur de montagne, donc au bois énergie, qui s'est réalisé en 2018
sur la commune des Angles dans les Pyrénées-Orientales. Donc, le projet s'est déroulé donc, sur le site de la commune des Angles. On a sur le site 3 bâtiments donc, que vous voyez ici sur la vue aérienne. Le bâtiment central, qui est une ancienne piscine et patinoire dans laquelle se trouvait également un bowling et une salle de spectacle, a été réhabilité pour recevoir la création d'un centre aqua bien-être qui s'appelle Angléo. Donc c'est le bâtiment principal du réseau de chaleur. Au nord de ce bâtiment, on a également une ancienne école qui a été convertie en médiathèque. Et on a aussi une copropriété donc, qui est située au sud, qui est également raccordée sur ce réseau de chaleur. Donc, historiquement, la réflexion a démarré en avril 2015. Donc, la commune, au départ, s'était interrogée sur quelle était la meilleure façon de chauffer ces différents bâtiments. Donc, elle avait réfléchi à la géothermie, elle avait réfléchi au bois énergie également. Et il s'est trouvé que concernant la géothermie, eh bien, la commune finalement s'est orientée plutôt vers le bois énergie parce que la géothermie était plus compliquée en termes par rapport à l'ampleur des besoins des bâtiments et parce que la commune en fait souhaitait travailler pour le cadre de la géothermie avec des ressources en sous-sol dont elle se serait servie directement pour approvisionner les bassins en eau en fait. Donc sans réinjection dans la nappe finalement. Donc si vous vous souvenez ce que j'ai expliqué dans la précédente diapo, on tombait dans le cadre d'une procédure d'autorisation. Donc il y avait ça et le fait aussi que la commune a sollicité des experts hydrogéologues qui étaient réservés sur les garanties par rapport à la présence de la ressource en sous-sol, par rapport à l'ampleur des besoins, puisque là on est sur des consommations qui sont très très importantes. Donc tout ça en fait a fait que la commune des Angles s'est plutôt orientée vers du bois énergie, puisque la filière était également en place, la filière bois énergie, donc bien en place sur le territoire, avec des approvisionneurs locaux. Donc voilà, c'est plutôt le bois énergie qui a été choisi pour cette installation. Alors, j'ai condensé au maximum, vu le temps imparti, donc par rapport aux résultats technico-économiques. Donc cette installation a été mise en service en novembre 2018 avec une maîtrise d'œuvre donc réalisée par FC Ingénierie, un installateur qui s'appelle Cerclim qui est situé dans l'Aude et le constructeur de chaudière c'est Taizomat. L'exploitation elle est réalisée en régie par la commune, donc c'est une régie qui a été créée spécifiquement pour gérer le réseau de chaleur. Donc la commune fait également confiance à un professionnel pour l'entretien périodique qui s'appelle EMR Chaudière et le service après-vente est assuré par une filiale du constructeur Isomat qui s'appelle Biomax Service. En termes de fourniture de bois, on a un partenariat donc sur le territoire entre deux acteurs. Donc le premier c'est la jardinerie d'altitude qui travaille avec la scierie du Cap-Cyr pour fournir l'installation en plaquettes forestières. Donc, ce sont des plaquettes forestières qui sont utilisées donc dans cette chaufferie. Donc on a, comme je vous disais, 3 bâtiments, 8000 m² chauffés. On a 5 sous-stations puisque le bâtiment central est décomposé en 3 sous-stations, donc pour le bowling, la salle de spectacle et l'espace Angléo. 350 mètres linéaires de réseau de chaleur enterré. Donc au niveau de l'espace Angléo, on a également 3 bassins intérieurs à chauffer, plus un bassin extérieur, pour un total de 436 m³ de bassin, donc au sein de cet espace aqualudique Angléo. En termes de dimensionnement, on est sur du 800 kW bois, avec un appoint secours qui est représenté par 2 chaudières au fioul de 720 kg. Donc 350 mètres linéaires de réseau, un volume tampon de 5000 litres également, qui est associé à la production.
On a une consommation dans un peu moins de 1200 tonnes par an de plaquettes forestières à 35% d'humidité, donc qui représente un peu moins de 3500 mégawattheures consommés par an, avec une économie de 937 tonnes de CO2 et 306 tonnes équivalent en pétrole substitué. On a également un silo carrossable, donc c'est-à-dire que les camions peuvent circuler dessus de 117 mètres cubes utiles, avec un double extracteur rotatif. Donc, ce sont des pales qui tournent au fond du silo pour convoyer le bois sur des vis sans fin. Et donc, ce silo présente une autonomie de 5 jours en plein hiver. L'investissement, donc 1 114 000 € hors taxe, dont 384 000 € hors taxe d'autofinancement, vu qu'il y a eu des subventions à hauteur de 729 531 €. Donc, le Fonds de financement de la transition énergétique, l'ADEME et la région, en termes de subventionnement. Et donc, sur cette installation, on a même des résultats d'exploitation qui sont meilleurs qu'attendus. Alors, tout à l'heure, vous m'interrogiez sur le suivi des installations. Sur cette installation, ça a été le cas. Donc, on a fait un suivi détaillé qui a montré que, en fait, la mixité entre le bois et le fioul était de 87% contre de 82% prévu dans l'étude de faisabilité. Pardon, c'est pour je parlais du rendement. Le rendement est de 87% au lieu de 82%. La mixité, ensuite, elle est de 88% au lieu de 80% prévu. Et les consommations d'appoint secours, c'est-à-dire de fioul par rapport à l'étude de faisabilité, ont été divisées par 2. Je vous ai mis également le tableau des données en puissance et en énergie. Donc, sur lequel on voit que l'espace Angléo, l'espace aqualudique, est le principal client en fait du réseau. C'est lui qui contribue le plus à la rentabilité de ce réseau de chaleur. Alors, sachant, j'anticipe un peu la question du temps de retour sur investissement, puisque ce temps de retour sur investissement qu'on pourrait établir à peu près à 7 ans, en réalité, on ne peut pas raisonner tout à fait comme ça parce que la commune a créé une régie et en fait cette régie vend de la chaleur aux différents clients du site et l'objectif de la régie c'est d'être équilibré en fait dans son fonctionnement, dans son budget, que ce soit en dépenses et en recettes. Et ensuite finalement ce n'est pas la commune qui fait les économies mais ce sont les clients qui font les économies puisque c'est un service public de distribution d'énergie calorifique qu'apporte la commune via sa régie aux différents clients. Donc, il faudrait plutôt calculer les économies qui sont faites au niveau de chaque client. Donc, c'est le cas. Il y a des économies effectivement importantes qui sont dégagées. Mais c'est pas la commune directement qui réalise ces économies. Donc là, je vous ai mis quelques images donc des plans de la chaufferie, donc avec le double extracteur rotatif, notamment que vous voyez sur la photo en haut à gauche avec le silo, les vis sans fin qui viennent convoyer le bois jusque dans la chaufferie. Le silo, donc comme je vous disais, carrossable, donc le camion peut circuler dessus. Il est livrable soit par des camions semi-remorques à fond mouvant, donc de 90 mètres cubes, soit par des camions polybènes plus classiques de 30 mètres cubes. Je vous ai mis également des photos de l'installation. Donc en haut à gauche, vous voyez l'espace Angléo. Juste en dessous, donc la production de chaleur avec la chaudière bois en orange et les 2 chaudières fioul en bleu. Et ensuite une vue de l'intérieur de l'espace aqua bien-être, donc avec les bassins. Et sur la droite, donc l'intérieur également du site. Et vous avez donc sur la photo en haut à droite également les turbulateurs de la chaudière. Donc c'est au niveau des échangeurs situés tout autour du foyer, un système de nettoyage automatique en fait de ces échangeurs pour maximiser l'échange d'énergie. Alors en conclusion, ça a été un choix gagnant finalement de la biomasse puisqu'on a des économies importantes par rapport aux fuels qui sont dégagés. C'est à peu près 77 000 € par an d'économies qui sont faites par les différents clients du réseau. Donc la commune également a une régie à l'équilibre, donc c'est-à-dire que
la vente de chaleur auprès des clients permet d'équilibrer les différentes charges de fonctionnement, d'approvisionnement et de gros entretien du réseau. Et également d'investissement subvention déduite. On a des retombées importantes pour la filière locale également, donc 3500 MWh de plaquettes forestières consommées. Donc ça, c'est bon pour l'entretien des forêts sur le territoire. Le gain environnemental, bien sûr. Et puis, c'est également une vitrine de la chaleur renouvelable, puisque voilà, en termes de communication, c'est une installation, une référence qui va être reproductible sur de tels réseaux à l'avenir. Donc, il y a également des optimisations à venir. Donc, pour finir, la commune est en train de mener un projet de mise en place d'une pompe à chaleur avec récupération de chaleur sur les eaux usées. Donc, en fait, les bassins des piscines, en fait, de l'espace aqua bien-être, les fuites de débordement de ces bassins vont être récupérées pour en extraire l'énergie et la revaloriser, en fait, sur le site. Donc, ça va se faire avec la mise en place de 2 pompes à chaleur. Donc, on a également une augmentation des puissances échangeurs des bassins parce que, en fait, le retour d'expérience a montré que la fréquentation était beaucoup plus importante que ce qui était prévu au départ. Et donc, le renouvellement d'eau doit également suivre cette fréquentation. Au final, le centre est un petit peu victime de son succès et la commune doit en fait augmenter un petit peu les puissances échangeurs bassins, notamment sur le bassin extérieur. Dernier point, la commune aussi envisage de mettre du photovoltaïque en autoconsommation, puisque la consommation électrique du site, vu qu'on a un processus important au niveau des pompes, des circulateurs, de la filtration, etc. Donc une consommation électrique significative est corrélée avec la courbe de l'ensoleillement. La commune va mener un projet de solaire photovoltaïque en autoconsommation sur le site. Pour finir, je vous ai mis un focus sur la pompe à chaleur eau usée. Donc, il y en a 2 qui vont être mises en place. Donc, c'est le schéma que vous voyez en dessous. Donc, en partant de la droite, vous avez le bac tampon de récupération des fuites de débordement des bassins. Ensuite, les pompes, donc quand on va vers la gauche, amènent cette eau vers la filtration. Et ensuite, on va sur les 2 pompes à chaleur qui ensuite vont permettre de préchauffer l'eau des bassins en amont de la chauffe-frigo. Donc, on a 2 pompes à chaleur de 90 kW unitaires qui vont être installées, 279 MWh par an valorisés sur les fuites de débordement et 260 MWh par an réinjectés dans les bassins avec un COP de 14 puisque on est sur des régimes de température qui sont extrêmement favorables au fonctionnement des pompes à chaleur, d'où ce COP qui est particulièrement élevé. Voilà, donc on a pour cette installation un investissement de 141 000 € avec une subvention ADEME Fonds Chaleur qui a été sollicitée à hauteur de 82 000 € et un temps de retour avec subvention donc qui est très très court, qui est de 5 ans avec 13 tonnes de CO2 évitées par an. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Eric pour cette présentation. Est-ce qu'effectivement il y a quelques questions pour Eric? Alors, sinon, moi j'en avais une concernant les dispositifs complémentaires que vous avez évoqués, donc la pompe à chaleur et puis l'installation photovoltaïque. Est-ce que vous attendez donc à une réduction encore de l'utilisation finalement de l'énergie fossile globalement sur l'ensemble du site? Alors, concernant le photovoltaïque, finalement, c'est quelque chose de distinct parce qu'on va être sur de l'énergie électrique. Donc, on va avoir une substitution plutôt de l'énergie électrique qui est consommée sur le site. Cela dit, nous savons que dans le mix énergétique français, l'énergie électrique, c'est essentiellement de l'énergie nucléaire. C'est aussi des énergies renouvelables, mais également des énergies fossiles, malheureusement, qui sont utilisées pour faire de l'électricité. Donc, plus ou moins directement, le photovoltaïque va aussi permettre de substituer de l'énergie nucléaire et de l'énergie fossile en étant mis en place.
Après, concernant les pompes à chaleur de récupération d'eau usée, effectivement, là, on revient sur de l'énergie thermique. Donc là, effectivement, on peut s'attendre. Alors, finalement, ces pompes à chaleur vont répondre à un double objectif. C'est de couvrir. Donc, je disais que la fréquentation du site était beaucoup plus élevée que ce qui était prévu au départ. Donc, on a un renouvellement d'eau plus important. Donc, ça va permettre de préchauffer l'eau au départ qui rentre sur le centre, puisque là, on est sur les angles et l'eau du réseau, elle arrive à 5 degrés, en fait, ce qui est très, très bas au niveau de l'eau en entrée du site. Donc, les pompes à chaleur vont permettre de relever un petit peu la température de cette eau avant qu'elle passe ensuite dans les échangeurs pour être chauffée par le réseau. Donc, essentiellement le bois énergie et ensuite le fioul. Donc, effectivement, ça devrait permettre de répondre à ce besoin de fréquentation plus importante du site et de renouvellement d'eau, et également d'être bénéfique en termes de mixité énergétique, qui est déjà très très bonne, puisque je disais on est à 88% en faveur du bois, mais peut-être qu'on peut espérer l'améliorer encore un petit peu, et peut-être aller au-delà de 90. Très bien. Merci Eric pour cette présentation. Et donc, nous allons passer à la présentation suivante. Et donc, j'appelle donc Xavier Bourgugna, excusez-moi si je prononce mal son nom, à donc prendre la parole sur un retour d'expérience sur l'énergie solaire. Xavier, ara et posaré la presentació. Únicament em vas dient quan necessites. Xavier, je vais projeter ta présentation. Il faut simplement m'indiquer lorsque tu veux que je change le transparent. L'has de posar a la primera pàgina. Il faut aller au début. Hola? Si la tinc aquí. Moi, je peux le voir. Hein. Je peux voir le début de ma présentation. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je voulais parler de l'énergie solaire thermique, mais je veux me pencher sur les possibilités dans des bâtiments qui existent déjà pour la rénovation énergétique dans les bâtiments. La solution que je vais proposer, je pense que c'est une solution faisable pour la côte méditerranéenne. Je vais me pencher sur le cas de Barcelone. On a 70 000 bâtiments, 90% qui précèdent 1990. Et la certification énergétique pour 94%, c'est la certification E, F ou G. Et 65-70%, c'est consommation d'eau chaude sanitaire. Est-ce que c'est possible de faire des améliorations énergétiques dans ces bâtiments qui aient une bonne performance énergétique? Voilà, le premier exemple. Bâtiment construit en 1964 qui ne partage pas la façade avec d'autres bâtiments, presque 3000 mètres carrés de surface habitable, production d'eau chaude, sanitaire et chauffage central, et le bâtiment est en bon état. 50% de ces bâtiments sont dans un bon état d'entretien. Les voisins, les propriétaires veulent faire une amélioration énergétique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, vous pouvez voir la consommation par an. Électricité, 1850 kWh par an. Ça, c'est la consommation communautaire. On parle de consommation communautaire pour tout le bâtiment. C'est 425 000 kWh par an. 42% desquels
C'était pour l'eau chaude sanitaire et la récirculation, parce que c'était un système centralisé, il y avait une récirculation, et 58% pour du chauffage. Première option qu'on a envisagée, isolation. Isolation, coût du remplacement des fenêtres, de la toiture. Le coût était de 640 000. Réduction de la demande prévue 30%. Cela représentait 73 000 kW par an. Réduction des émissions et l'amortissement avec les économies, c'était 174 années. Ici, vous pouvez voir les consommations avec l'isolation des consommations habituelles. On peut avoir un impact sur la climatisation et sur le chauffage parce que l'isolation ne change rien à l'eau chaude sanitaire et n'a pas d'impact sur le reste non plus. On a pensé qu'il y avait beaucoup d'ennuis avec ce système et on n'a pas continué. On n'a pas retenu cette première option. On a fait mise en place une installation énergie solaire technique avec des mesures d'efficacité énergétique. On a changé les vieilles chaudières par des nouvelles chaudières de condensation et un système de pompe électronique pour le chauffage qui permet de réguler le débit. On a changé les accumulateurs anciens par des nouveaux accumulateurs. On a mis en place un système de contrôle et monitorage et les résultats. Ici, on peut voir l'historique mensuel, la consommation à présent, les kilowatts qu'on a fait en économie. Et on a diminué 43%. Et en euros, en prenant en compte le prix kilowatt de gaz naturel, c'est 9 500 € par an et 32 tonnes de CO2. Les travaux ont coûté 83 000 € et l'amortissement 8,7 ans. Cela a été une action initiale et avec toutes les données qu'on a à partir du monitorage, non simplement de ces bâtiments, mais aussi d'autres interventions qu'on a fait, on est en train de préparer une deuxième intervention qui consisterait à installer une pompe à chaleur à haute température et une installation photovoltaïque d'appui. Et le calcul de ces interventions nous disent qu'on peut réduire de plus de 80% les kilowatts de consommation et on peut réduire de plus de 90% les émissions de CO2. Alors, on va transformer ce bâtiment qui était classé D, je pense, va devenir un bâtiment classé A. C'est une solution, une bonne solution. Et on a maintenu cet amortissement. Parce qu'avec ça, les chaudières consomment moins. Avec le monitorage, on a vu que les chaudières travaillent moins. On réduirait comme ça le coût de la consommation des chaudières et on augmenterait les économies. L'amortissement serait à 8 ans.
Je vais vous donner d'autres exemples de bâtiments avec du solaire thermique. Ça, c'est un bâtiment à Barcelone. Ce bâtiment avait eau chaude sanitaire et chauffage des zones communes et la réduction a été de 50%. On a passé de 300 000 kW à 150 000 et cette installation a été faite en 2011 sans de l'investissement de la part de voisins et le syndicat de copropriétaires a payé mensuellement les épargnes produites par cette installation pendant 9 ans. Ça, c'est notre bâtiment sans logement. Ici, l'épargne, c'est 14 000 € par an. On passe maintenant à des exemples de bâtiments tertiaires. Voilà une salle de sport public de la mairie de Barcelone avec 24 points de douche en service depuis 2016. Et l'épargne qu'on a atteint, c'est 66%. Ça, c'est de 2008, un autre exemple, en service depuis 2008 et ça marche sans problème, c'est fiable. Ça, c'est un équipement sportif municipal. Il y a un gymnase, 2 piscines chauffées, 400 douches par jour et cela est exécuté avec une garantie de production solaire. On a garanti 1150 kWh par mètre carré l'année et la production réelle a été de 1168 kWh année. Dans les premières 10 années, les économies ont été de 4,44 gigawatts-heure. Ici, je donne des exemples qui viennent du secteur industriel. Ça, c'est une cave en service depuis 2012. Ici, les économies sont en gasoil de 6 200 litres l'année. Entreprise du secteur automobile et des économies de 69 000 kilowatts d'électricité. Voilà. Merci et si vous avez des questions. Merci Xavier pour votre présentation et ces nombreux exemples. Donc nous arrivons donc au terme de notre demi-journée d'études dans le cadre du projet Edificat. Donc on vous laisse la parole si vous avez quelques questions à l'ensemble des intervenants. Et donc on vous donne la parole. Est-ce qu'il y a quelques interventions complémentaires, questions complémentaires de la part des participants? Alors, s'il n'y en a pas, bien écoutez, on va donc conclure cette matinée. Donc, en rappelant que, évidemment, l'objectif du projet Edificat, c'est de réunir et de faire se rencontrer l'ensemble des acteurs, qu'ils soient catalans ou français, sur l'ensemble de ces filières. Donc, n'hésitez pas à contacter le cluster CEC, de contacter le pôle Derby pour vous mettre en relation si vous en avez besoin. Alors, je crois qu'il y a une question qui arrive d'un participant qui demande, qui évoque le fait que nous n'avons pas traité le bioclimatisme. Alors, il faut savoir qu'il y aura d'autres journées de présentation thématiques dans le cadre d'Edificat. Et donc, je laisserai la parole à Carla, qui va présenter la thématique de la prochaine demi-journée. On essaiera de traiter l'ensemble des sujets qui touchent au bâtiment, à la rénovation énergétique du bâtiment et à l'efficacité énergétique du bâtiment. Donc,
celui-ci, je pense qu'il sera traité un peu plus tard. Simplement peut-être pour aussi évoquer pour l'ensemble des participants le fait que, notamment en France, il y a un grand programme de rénovation énergétique des bâtiments qui est lancé par le gouvernement français, hein, vous le savez, suite à la crise sanitaire. Donc un plan de relance a été mis en place et ce sujet va faire l'objet donc de financements publics importants, notamment dans un premier temps pour la rénovation des bâtiments publics qui sont donc propriété de l'État ou des collectivités. Donc je laisse la parole à Carla et pour ma part, je vous remercie de votre participation. Je remercie l'ensemble des intervenants qui ont bien voulu se prêter au jeu ce matin et vous dis à très bientôt lors de notre prochaine session que Carla va vous présenter. Doncs res, jo molt ràpidament donar les gràcies a tots. Je dirais très rapidement un grand merci à tous les participants pour leur intérêt et leur participation dans ces webinaires et également à tous les rapporteurs pour les échanges d'expériences, les traductrices qui ont facilité la communication et vous souvenir que ce projet, c'est un projet qui est un projet européen. Le prochain webinaire serait au mois de mars, serait sur le Building Information Modeling, le modèle BIM. Nous allons essayer des séminaires plutôt que des webinaires, des séminaires en présentiel et qu'on puisse se voir physiquement, qu'on puisse se rencontrer. Et parce que nous pensons que d'ici à la fin de ce projet, il y aura d'autres sujets abordés, d'autres thématiques. On parlera des îles de chaleur urbaine, des smart homes, de projets qui vont favoriser le rendement énergétique. On va parler de l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Et l'idée, c'est de continuer à être en contact avec nos sites web. Vous allez voir la vidéo qui est enregistrée. Vous aurez tous les rapports présentés par le rapporteur. Et si vous voulez bien participer à d'autres prochains webinaires, nous serons enchantés de recevoir vos participations. Nous sommes en train aussi de mettre en route un networking de rapports, un réseau de participation, en sorte qu'on puisse favoriser les échanges. On vous encourage à rester en contact avec nous pour les prochains webinaires et séminaires. Un grand merci à tous les participants et bonne journée à vous tous.